Moi, je vais vous parler de technologie. Je vais essayer de le faire en 20 minutes. La première partie va être un peu perchée, mais on va redescendre après, je vous promets. Il y a une petite dizaine d'années, je me suis lancé dans un projet technologique au Togo. J'aimerais d'abord vous sensibiliser à ce que moi j'ai vu de problématique dans la technologie, parce que c'est pas un projet pour développer de la tech, c'est un projet pour régler le problème de la technologie. Donc on essaie souvent de régler des problèmes en restant inscrit dans ce qu'on appelle le paradigme. C'est la même chose avec les technologies. On sent bien qu'il y a quelque chose de problématique aujourd'hui avec les technologies du digital. On a du mal à régler cette chose. On essaie. Et si on a autant de mal, c'est parce qu'on ne se pose pas la bonne question. La question, ce n'est pas les technologies elles-mêmes, mais le paradigme dans lequel les technologies sont développées. Et quel est ce paradigme-là? On peut l'appeler le paradigme capitaliste, le paradigme du profit, tout ce que vous voulez. Mais ce paradigme a des fondamentaux. Et c'est à ces fondamentaux-là que j'aimerais vous sensibiliser. Donc les technologies du digital sont héritières d'un paradigme dont le premier fondamental est une séparation. En fait, il y a une série de séparations. La première séparation, c'est la séparation avec la nature. Il faut se dire que le paradigme capitaliste est né en Europe à peu près au XVIIIe siècle, avec ce qu'on a appelé les Lumières, qui avait ce projet d'émanciper l'homme de toute tutelle. Notamment parce que la religion, le religieux était un peu hégémonique à cette période-là. Et dans cet effort de débarrasser l'homme de toute tutelle, une des premières choses auxquelles les philosophes se sont attaqués, c'est la nature, malheureusement. Le plus caricatural, c'est Descartes qui va dire que l'homme est prisonnier de la nature, dont il doit s'extraire et qu'il doit dominer pour se réaliser en tant qu'homme. Et tant qu'on reste dans la nature, on n'est pas un humain complètement réalisé. Donc, le philosophe européen va théoriser une première rupture qui est une révolution, qui est ce qu'on appelle le naturalisme, la séparation avec la nature. Et c'est complètement une révolution parce que pour tous les autres peuples en dehors d'Europe, on ne pense pas de la sorte. Il n'y a aucun peuple en Asie, en Afrique, en Amérique qui imagine que la nature est quelque chose dont il peut s'extraire. On est toujours communauté humaine tissant avec la nature. On est soi-même de la nature. Hein. Je ne suis pas un être synthétique. J'ai de la nature en moi. Mais l'homme européen, l'homme des Lumières, a fait cette chose de dire qu'on devrait s'extraire de la nature. Et puisqu'on prend de la distance avec la nature, on peut développer un rapport instrumental à la nature. La nature peut devenir des utilités. On peut la mettre en ressources. Et c'est l'intérêt qui a vu le capital. Hein. C'est pour ça que le capital a beaucoup promu cette vision, cette sorte de philosophie de la séparation. Ensuite, il y a eu une deuxième séparation. C'est-à-dire qu'après avoir extrait l'homme ou le groupe de la nature, le philosophe européen a dit que l'homme n'était pas encore complètement réalisé. Il avait encore des entraves organiques, des choses qui le limitaient. Et ces entraves-là, c'est le groupe, c'est la famille, c'est la tribu. Et donc, pour que l'homme soit complètement, mais vraiment réalisé, il fallait qu'il s'extrait aussi du groupe. Donc, on a fondé ce qu'on va appeler l'individualisme. Et on a modélisé le groupe, la famille, la communauté sur le modèle de la nature. Ça a été du lien comme de la liane, en quelque sorte. Donc, on a coupé dans les liens, comme on avait auparavant coupé dans la liane, pour faire un homme européen individuel. Là, on a eu beaucoup d'apports de l'art, notamment l'art a beaucoup célébré cet homme qui rêve, qui est seul, etc. Mais le plus gros apport a été directement du capital, avec la naissance de ce qu'on va appeler la théorie économique, qui va vraiment instituer la concurrence de tous contre tous comme la loi naturelle du monde. Donc ces deux fondamentaux, le naturalisme et l'individualisme, la séparation avec la nature et la séparation de l'homme avec le groupe, sont quelque chose qui nous agit. Ça fait partie du paradigme occidental qui n'est pas resté occidental puisque l'Occident a exporté cette vision du monde à la faveur notamment des conquêtes. Et d'ailleurs, ces conquêtes ont été en partie justifiées par ce paradigme, puisque c'est parce qu'on a dit que les Africains, par exemple, étaient de la nature, c'était des hommes qui étaient confondus avec la nature, ils n'étaient pas encore extraits de la nature,
qu'on s'est autorisé à aller les mettre en esclavage. Ils étaient naturels, ils n'étaient pas encore des humains réalisés. Donc, cette philosophie de la séparation née en Occident s'en est un peu émancipée, est devenue aujourd'hui le logiciel de toute l'humanité. Et ça travaille beaucoup les nouvelles technologies du digital. Mais ce que je viens de dire là, n'importe qui, tous les penseurs le disent, tous les penseurs critiques de ce qu'on a appelé la modernité le disent. Ce que moi j'apporte d'original, c'est que je dis qu'en réalité, il y avait 3 séparations, 3 ruptures avec l'organique qui étaient en projet dans les Lumières. Mais la 3e n'a pas été réalisée. Alors c'est quoi le 3e niveau de séparation? C'est la séparation de l'homme avec lui-même. Après s'être séparé de la nature et du groupe, l'homme est encore esclave de son corps. Il est esclave, il y a encore de l'organicité qui le contraint. Et l'homme, pour être complètement réalisé, mais finalement, devrait être quelque chose qui ne se déploie qu'en conscience, qui est sa meilleure part. Et donc, il devrait abolir cette contrainte charnelle. Et ce projet, qui était déjà dans les Lumières, n'a pas pu, parce qu'on n'avait pas les moyens technologiques, été poussé très loin. Avec le digital, on a désormais les moyens de mettre en chantier cette 3e séparation. Et c'est ce qu'on veut faire avec le transhumanisme, c'est ce qu'on veut faire en tuant la mort, en imaginant qu'on peut collecter notre conscience, lui faire survivre à notre déclin physique, en imaginant qu'on peut vivre dans des mondes virtuels, en mettant un peu en sommeil notre corps, etc., etc. Ces 3 niveaux de séparation produisent chacun du virus, puisque maintenant vous êtes tous habitués à la notion de virus. Quand vous séparez l'homme de la nature, vous rentrez dans un processus d'artificialisation généralisée qui génère des virus biologiques, comme celui qu'on a connu récemment, mais aussi une sorte de virus qui est l'artificiel achevé, c'est-à-dire que l'agriculture, la médecine devient de moins en moins naturelle. Tout est de synthèse désormais. Et ça fonctionne vraiment comme un virus, ça se diffuse très rapidement. La 2e séparation de l'homme avec le groupe a créé un super virus qu'on a appelé l'économie. L'économie, avant, c'était quelque chose qui était de l'ordre du service. L'économie était au service des communautés humaines. Maintenant, l'économie nous commande. On doit sauver l'économie. On ne sait pas pourquoi. L'économie prend désormais sa loi en elle-même et elle se déploie, elle aussi, cette économie néolibérale comme un virus. Et le risque, c'est que cette 3e séparation que j'essaie de vous présenter génère aussi un virus. Et quel pourrait être ce virus? Mon intuition est que ça pourrait être une espèce de virus d'une forme de misère un peu terminale qui serait la possibilité d'un individu fixé qui n'a plus à penser parce que c'est des algorithmes qui pensent pour lui, qui n'a plus à parler parce que c'est ces données qui parlent pour lui. Quand il doit faire un prêt à la banque, tout ce qu'il pourra dire ne pèsera pas autant vis-à-vis de son conseiller que ce que le conseiller aura vu libéré comme information sur lui, sur Internet. Il n'a même plus à ressentir, c'est des capteurs dans le mur qui ferment la porte, l'ouvrent parce qu'ils savent qu'il fait froid ou chaud. Et il ne bouge plus, c'est des drones qui lui livrent, c'est du calcul de l'algorithme. Et la ville pourrait se déployer un peu comme une sorte de prothèse géante de cet homme réduit à ce qui serait sa portion complètement congrue. Et donc l'homme augmenté qu'on vous vend, en réalité c'est un homme le plus réduit possible. C'est la technologie qui elle, est augmentée. Et cette sorte de dystopie ne peut se réaliser que dans le cadre de la Smart City. Donc j'en viens au problème. Donc j'ai identifié il y a 10 ans qu'il y avait un problème avec la Smart City, et que la Smart City avait le potentiel de déclencher cette 3e rupture avec les conceptions organiques du monde, et mettre en chantier une sorte de dictature qui serait une dictature de l'homme fixé, qui donne aux technologies un pouvoir qui ne devrait pas être aussi démiurgique. Et donc, pourquoi moi m'intéresser à ce problème? Parce que je suis africain et que le sujet de la ville est africain. Les plus grandes villes du monde vont émerger sur le continent africain dans les 30 prochaines années. Parce qu'il faut savoir que la population de ce continent est en train de doubler. Dans 30 ans, la population aura doublé. Un humain sur 4 sera africain.
et 1 urbain sur 6 vivra dans une ville africaine. Les 5 plus grandes villes du monde seront africaines. Et on parle de villes-régions, c'est des villes à cheval sur plusieurs pays. Et donc les grands groupes, ce qu'on appelle les big tech, ont fait plus ou moins la même analyse que moi et ont vu qu'il y avait une opportunité à aller sur l'Afrique parce que au lieu de vous vendre des devices à des individus, livrer de la Smart City, c'est multiplier le revenu de façon exponentielle. Donc ils regardent tous à l'Afrique et ils vendent tous en ce moment à nos dirigeants des projets de Smart City. Alors comment contrer cela et pourquoi le contrer d'abord? Juste un exemple de l'importance pour les Africains de contrer ce projet de Smart City. Si je vous demande quelle est la première technologie que l'homme ait jamais développée, qu'est-ce que vous répondez? Souvent le feu, la roue, et quoi d'autre? Silex. Silex feu. Quoi d'autre? Le langage. Ça c'est des classiques. L'écriture. La peinture à la seconde. Le vêtement. Ok. Ah oui, l'aiguille. Alors non, la toute première technologie que l'humanité ait jamais développée, c'est le groupe. Ah, la force du groupe. C'est l'homme augmenté, mais l'homme augmenté part de l'homme. Les humains ont compris très vite qu'en étant des communautés de plus en plus élargies, ils faisaient plus facilement les choses, ils étaient plus performants. Si je vous demandais de retenir tout ce que je dis là maintenant, si vous associez toutes vos mémoires, vous arriveriez plus ou moins à reconstituer plus fidèlement que si c'était la fonction d'une seule personne. Ou si je demandais de bouger ce canapé par exemple, vous y arriverez en étant plusieurs. Donc les hommes ont construit des structures sociales très complexes pour permettre d'ajouter de l'homme et être capable de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils étaient dans des petits groupes. Donc le social, la structure sociale est une technologie. Et toutes les technologies qui sont venues après se sont mises au service du social. Ce qui se passe avec le digital, c'est que la technologie désormais se dit qu'elle ne sera plus au service du social, mais qu'elle va remplacer le social. Elle va faire du social. Comme l'économie s'est abstraite du service et devient un monde que nous, on investit, la technologie pourrait s'émanciper et devenir en soi un monde. Et un exemple, par exemple, moi, je vis au Togo. Il y a encore quelques années, quand ma fille tombe malade et que je n'ai pas de voiture, mais que je dois l'amener à l'hôpital, il me suffisait de sortir dans la rue, de demander à n'importe quel voisin ou de crier s'il vous plaît, je dois faire une course. Est-ce que tout le quartier se battrait pour m'aider à régler ce problème? Les gens proposeraient leur voiture. Pas parce que les Africains sont des gens géniaux, solidaires, etc., mais parce qu'il y avait de la structure sociale. Et qu'en faisant ça, le voisin sait qu'il se crée une dette envers moi. Et que le jour où il aura besoin, il pourra venir frapper à ma porte. Et même si ce n'est pas moi, il peut frapper à la porte de n'importe qui d'autre dans le quartier. Comme le quartier est en communauté, c'est sûr qu'il m'a aidé moi une fois, on lui rendra. Et il y a une sorte d'échange comme ça, de dons et de contre-dons qui se fait automatiquement dans le quartier et qui est une technologie formidable. Aujourd'hui, quand ma fille est malade et que ma voiture est en panne, j'appelle Gozem, qui est l'équivalent du Uber, c'est le Uber togolais. Et en faisant ça, certainement que j'ai la voiture plus rapidement et que ça m'évite peut-être de me coltiner le voisin qui parle trop, etc., etc. Mais je mets en sommeil cette technologie qui est une technologie qui est exceptionnelle parce que c'est la seule technologie qui ne respecte pas l'obsolescence programmée. Si vous prenez un marteau, vous tapez avec, à un moment donné, le marteau va s'user. Prenez un ordinateur, à force de l'utiliser, il va s'user. Mais le groupe est la seule technologie qui se renforce par son usage. Donc vous pouvez en abuser. Ça rend plus forte cette technologie. Donc on a une substitution qui se met en place, une sorte de terraformation en Afrique où les structures sociales sont très fortes. La technologie qui respecte un peu les mêmes logiques du social parce qu'elle est distribuée, elle est récursive, se coule dans le moule du social et finit par écraser le social. Donc c'est un des dangers. Donc quoi faire? Alors juste en 2 minutes, on s'est dit qu'on allait créer une alternative à la Smart City top-down, celle que Google, Facebook vendent à nos dirigeants, en démocratisant la capacité de faire des projets technologiques. De sorte que chacun, ou les gens dans les quartiers qui s'organisent, peuvent faire des smart quartiers dont ils sont propriétaires des données, des smart quartiers qui sont moins agressifs de la nature parce que les technologies qui sont développées par des gens qui vivent leur environnement. Ce n'est pas des gens dans la Silicon Valley qui ont envoyé la technologie.
Et le fait de relocaliser la capacité de produire du technologique et de distribuer cette capacité dans la population peut faire émerger une smart city qui balance un peu le projet hégémonique que j'ai déjà présenté. Alors comment on le fait? Le projet s'appelle Up City. On crée un incubateur, on développe un réseau d'incubateurs dans le quartier, un incubateur tous les 2 km. Et chaque incubateur développe dans un rayon d'1 km toutes les technologies qui rendent smart un rayon d'1 km. Donc, des technologies pour collecter les déchets, technologies pour bien manger, pour se déplacer, un réseau social de quartier, une monnaie qui ne fonctionne que dans un rayon d'1 km autour, etc., etc. Et tous ces projets sont développés par des gens du quartier qui fréquentent gratuitement cet incubateur, s'organisent en communauté, passent en revue les problèmes qu'il y a dans le quartier et développent des solutions. Et quand les solutions sont intéressantes, elles peuvent inspirer d'autres petits labs du réseau. Et on développe comme ça depuis 10 ans, bottom-up, cette sorte de smart city vernaculaire que nous appelons Up City et que je vous invite à découvrir en allant sur Google ou en m'écrivant. Merci. Bravo.